Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Identity and Access Management. L'objectif de cette vidéo étant de créer notre premier utilisateur IAM pour pouvoir assurer les tâches opérationnelles sur notre compte AWS. Donc je suis connecté sur la console Identity and Access Management, donc le service qui s'appelle IAM. Et rappelez-vous, par rapport aux vidéos qu'on a vues précédemment, que ici on est sur un service qui est dit global. Donc ce service global que l'on voit ici en haut à droite, on ne sélectionne pas de région particulière. Donc gardez bien en tête que IAM est un service global. Donc on voit que dans la console, on a deux aspects, la gestion des accès et les rapports d'accès. Donc les rapports d'accès, c'est là que vous allez retrouver notamment tout ce qui est rapport sur les informations d'identification et d'autres fonctionnalités de IAM pour notamment auditer en fait ce qui se passe sur notre compte. Ici, on va se focaliser plutôt sur la gestion des accès et notamment la création de notre utilisateur. Donc, quand on a la gestion des accès, on voit qu'on peut créer des groupes d'utilisateurs. Donc, si on a par exemple un groupe de développeurs qui partagent les mêmes permissions, on pourra créer un groupe IAM et mettre les développeurs dans ce groupe pour qu'ils puissent hériter des permissions associées à ce groupe. On a utilisateurs, c'est là où on va créer nos utilisateurs IAM qui vont avoir une identité au sein du compte AWS pour qu'ils puissent se connecter. On a une identité un peu particulière qui s'appelle le rôle IAM. On passera un peu plus de temps sur le rôle IAM lorsque on présentera le service IAM. Les politiques IAM, c'est ce qu'on appelle les IAM policies. C'est ce qui va permettre de créer les permissions, les autorisations que l'on pourra assigner soit à des utilisateurs IAM, soit à des groupes IAM, soit à des rôles IAM. C'est ici que vous allez indiquer, tiens, mon utilisateur aura accès au service EC2, par exemple pour les machines virtuelles dans le cloud. Cet utilisateur n'a pas le droit d'accéder aux bases de données relationnelles avec un service managé qui s'appelle RDS, Relational Database Service. Donc la politique, c'est là que vous créez notamment les IAM Policy. Ensuite, vous avez la possibilité de vous interfacer avec d'autres services. C'est là où vous allez créer vos fournisseurs d'identité et vous avez les paramètres du compte sur lequel vous allez retrouver notamment toute la gestion de la complexité des mots de passe par exemple et la politique de rotation de ces mots de passe également. Donc ici, on va créer un utilisateur IAM. Donc je clique sur utilisateur et on va aller en haut à droite pour ajouter un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice. Donc dans ce cas de figure, ici, on va avoir à renseigner donc un nom d'utilisateur. Donc du coup, je vais mettre AWS Learning et je vais mettre mon user. Et ensuite, on me propose différents types d'informations d'identification. Donc vous avez deux possibilités en fait de vous connecter, soit par accès programmatique, soit via par la console de gestion que je vous présente à l'heure actuelle. Donc si vous mettez un mot de passe, c'est le mot de passe qui va être utilisé pour vous authentifier sur la console de gestion. Donc ici, par exemple, vous pouvez mettre un mot de passe personnalisé. Ensuite, on peut le réinitialiser, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas utiliser ce mot de passe à la première connexion, on va vous demander de changer le mot de passe. Et ça sera l'accès via console. Si vous activez les clés d'accès, accès par programmation, on le voit, on va avoir une clé d'accès et une clé d'accès secrète qui sera configurée pour notre ligne de commande ou pour les SDK si on utilise en fait des langages de programmation directement. Donc dans notre cas de figure, on va pour le moment rester sur la console de gestion, mais dans le cadre d'autres vidéos, on rajoutera les accès programmatiques pour présenter notamment la ligne de commande. Prochaine étape, il faut bien entendu définir les autorisations. Gardez en tête que par défaut, si explicitement vous ne donnez pas les permissions, votre utilisateur IAM n'a accès absolument à rien. Donc, il va falloir explicitement donner les permissions pour les services pour pouvoir interagir avec eux. Donc, c'est ce qui est demandé à cette deuxième étape, définir les autorisations. Est-ce qu'on ajoute l'utilisateur dans un groupe IAM? Donc, dans les bonnes pratiques, lorsqu'on a un utilisateur IAM, on va vouloir le mettre dans un groupe IAM pour qu'il puisse hériter automatiquement des permissions assignées à ce groupe. Donc, en quelque sorte, c'est en créant un groupe IAM, par exemple, j'ai mon groupe. Dans ce groupe IAM, chaque utilisateur ou utilisatrice qui fait partie de ce groupe va hériter
des stratégies qui sont associées. Donc c'est ici qu'on aura la notion de IAM policy qu'on va directement associer. Donc par exemple, c'est là que je vais dire j'autorise EC2, j'autorise S3 par exemple, et j'assigne cette IAM policy au groupe IAM. Ce qui fait que mes utilisateurs ou mes utilisatrices vont hériter des permissions associées. Dès le moment où j'enlève un utilisateur de ce groupe, il perd automatiquement les permissions qui étaient assignées. Donc, on a ce système d'héritage avec le groupe IAM. Deuxième option, c'est de copier les autorisations à partir de l'utilisateur existant. Imaginons que j'ai déjà un utilisateur qui existe et qui a déjà une série de permissions ou d'autorisations qui lui sont associées. Par exemple, il a le droit d'aller sur S3, Simple Storage Service, un service de stockage d'objets. Il peut aller sur des machines virtuelles dans le cloud, EC2, Elastic Compute Cloud. Ce qu'on veut, c'est peut-être automatiquement copier les permissions d'un utilisateur 1 vers un utilisateur 2. Et c'est cette idée en fait que l'on a ici. On copie pour que l'on puisse justement reprendre ce qui est déjà existant. Et c'est souvent le cas quand on est en entreprise. Typiquement, on a un nouvel employé qui arrive dans une équipe. On veut reprendre des autorisations que l'on a sur d'autres employés pour qu'ils puissent effectuer en fait des tâches. On va pouvoir copier les autorisations et ça nous permet de réduire nos tâches d'administration. Autre aspect, on va pouvoir attacher directement les stratégies existantes. Oui, sur mon utilisateur, je vais pouvoir directement lui assigner en fait les permissions. Je ne suis pas obligé de mettre dans un groupe IAM et on va avoir différentes stratégies. On va avoir des stratégies qui vont être gérées par AWS et qui sont reconnaissables par cette icône orange, cette petite boîte que l'on a ici, qui va identifier les stratégies gérées par AWS et du coup maintenues par AWS. C'est-à-dire que toutes ces stratégies, ce n'est pas moi qui les ai créées, c'est AWS en fait qui part du principe, on crée pour vous des stratégies pour la gestion des différents services en full access, en lecture seule, en modification. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités sur les services, AWS va maintenir et rajouter ces fonctionnalités sur ces stratégies gérées. Après, bien entendu, vous allez pouvoir créer vos propres stratégies pour justement aller sur les bonnes pratiques de la sécurité, notamment le principe du moindre privilège, en allant spécifier uniquement ce qui est nécessaire pour une utilisatrice ou un utilisateur pour qu'elle puisse ou qu'il puisse réaliser les tâches du quotidien. Donc ici, une fois la sélection des autorisations faite, on a cette option d'aller rajouter des balises. Vous verrez que à chaque fois que vous avez créé en fait une ressource, vous avez cette possibilité de rajouter des balises ou des tags en anglais et on vous met que c'est facultatif. Gardez en tête déjà dès le premier jour lorsque vous commencez que ce sera fortement recommandé d'utiliser des balises. En fait, une balise, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de clés-valeurs que vous allez ajouter à votre utilisateur ou à vos ressources de manière globale. Ce n'est pas lié uniquement à IAM. Et l'idée en fait de ces balises, c'est de pouvoir bien entendu organiser vos ressources parce qu'on met de la donnée sur la donnée. Par exemple, je veux identifier un propriétaire de la ressource, je veux identifier quel cost center fait partie de cette ressource, je vais pouvoir identifier dans quel projet fait partie cette ressource, etc. Donc je vais pouvoir organiser mes ressources à partir de tags. Mais on verra avec d'autres vidéos que l'on a la possibilité d'utiliser justement ces balises pour prendre des actions. Par exemple, lorsqu'on parlera des machines virtuelles dans le cloud avec le service Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon EC2, on aura la possibilité de mettre par exemple une balise environnement et en fonction de la valeur de cette balise environnement, prendre des actions. Par exemple, si mon environnement est égal à test, je vais éteindre les instances automatiquement à partir de 7 h du soir et je les rallume automatiquement à 8 h du matin par exemple. Comme ça, j'optimise mes coûts, je réduis mes coûts parce que pendant le soir et le week-end, potentiellement, les ingénieurs ne vont pas travailler. Donc, je n'ai pas besoin de maintenir mon environnement de test lorsqu'il n'y a personne qui l'utilise. On va avoir aussi la notion de tag, de balise, sur tout ce qui est plan de sauvegarde. Quand on parlera d'AWS Backup, un des services en fait pour permettre d'aller centraliser nos sauvegardes, on va pouvoir cibler des tags et avoir des plans de sauvegarde différents par rapport aux tags.
On va avoir également, et je termine sur cet dernier exemple, avec les balises, vous avez possibilité d'avoir ce qu'on appelle l'Attribute Based Access Control, l'ABAC. C'est-à-dire que à partir de tags, vous allez donner des permissions. Par exemple, en entreprise, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez que seules les personnes qui font partie du projet puissent accéder aux ressources avec le tag projet. Vous pouvez faire matcher en fait des balises sur votre utilisateur et des balises sur vos ressources pour que on puisse interagir uniquement qu'avec les ressources du projet. Et ça évite justement des effets où tiens, une personne par mégarde, elle s'est trompée et elle interagit avec une ressource dont elle n'a pas les accès normalement ou dans un autre projet. Donc gardez en tête que même si c'est facultatif, ce sera fortement recommandé de mettre des tags. Donc je vais mettre un tag et on va mettre ensuite la vérification. À chaque fois que vous allez vérifier une ressource, que ce soit un utilisateur IAM ou quelle que soit la ressource que vous avez créée sur AWS, vous verrez que vous allez avoir cette dernière page de vérification, c'est-à-dire que ça va reprendre ce que vous avez configuré. Et très souvent, dans cette page de vérification, on va vous donner en fait des recommandations. Là, par exemple, typiquement, cet utilisateur ne possède aucune autorisation parce que vous l'avez vu, pendant l'étape de l'autorisation, je n'ai pas spécifié une autorisation, je n'ai pas mis mon utilisateur IAM dans un groupe IAM, je ne l'ai pas mis également directement avec une permission, donc du coup je ne suis pas autorisé. Donc je crée mon utilisateur malgré tout, parce que justement j'ai besoin d'avoir cet utilisateur, et on va voir que ici je vais avoir une URL IAM sur laquelle je vais pouvoir utiliser, et ensuite je vais pouvoir me connecter avec cet utilisateur que j'ai appelé AWS Learning-User. On voit également que j'ai la possibilité de télécharger le CSV qui va renseigner en fait notamment mon utilisateur, et j'ai la possibilité d'envoyer les instructions de connexion directement par email en spécifiant une adresse email. Du coup, on se connecte sur l'URL IAM avec notre utilisateur qui s'appelle du coup AWS User, et on voit qu'on va être authentifié sur notre console de gestion. Donc impeccable, on retrouve en fait, c'est la première fois qu'on se connecte, donc on a différents éléments sur notamment la présentation de la page. Je n'ai jamais visité d'autres services, donc du coup en fait les widgets sont vides. Mais par contre, si je veux aller sur par exemple IAM, là je vais me rendre compte que j'ai aucune permission, je n'ai donné aucune permission lors de la création de cet utilisateur AWS Learning-User. Donc on voit que le type de message que j'ai, et ça peut être perturbant, notamment lorsqu'on commence, on va voir qu'on a des erreurs en fait partout. Et si on lit les erreurs, par exemple on nous dit vous ne disposez pas d'autorisation requise pour effectuer cette opération. Gardez en tête, tout ce que l'on fait au sein d'AWS, ça fait des appels API. Tout est API au sein d'AWS, et du coup si on n'a pas les permissions d'exécuter la requête, on sera refusé. Donc ne soyez pas étonnés lorsque quand vous allez sur des services, par exemple si je change de service, je vais sur un service de calcul serveur virtuel dans le cloud avec EC2, soyez pas étonnés que vous ayez ces erreurs à l'écran lorsque vous essayez de vous connecter. C'est très souvent en fait potentiellement c'est parce que vous n'avez peut-être pas les permissions d'exécuter les requêtes. Par exemple ici je vais sur EC2 et on va voir que rien que de pouvoir lister le nombre d'instances qui s'exécutent, c'est aussi des appels API qui sont faits, et comme je n'ai pas les permissions de les faire, je vais avoir des erreurs en fait qui vont s'afficher au niveau de ma console de gestion. Regardez, erreur API, erreur API. Donc c'est pas qu'il y a un problème avec le service. Là en l'occurrence, c'est tout simplement, par exemple, si je vais sur un de ces éléments, je vois que là je ne suis pas autorisé en fait tout simplement. Donc gardez bien en tête que ces éléments ne vous perturbent pas. Donc comment, au final, maintenant, je donne les permissions? Parce que pour cet utilisateur IAM, il va falloir que je donne les permissions. Donc il faut que je retourne en tant qu'admin sur ma console. Donc là, je vais juste faire un switch de console et je bascule, on peut le voir en haut à droite, sur un autre utilisateur, mon utilisateur Racine. Donc mon utilisateur Racine, ici, si je vais sur ma partie utilisateur, donc je retrouve mon AWS mon AWS Learning User, sur lequel pour le moment il ne fait pas partie de groupe. Donc autant regarder ensemble comment on crée un groupe. Donc je vais dans la notion de groupe d'utilisateurs.
Donc quand je vais dans le groupe d'utilisateurs, pareil, je vais créer un groupe cette fois-ci. Et dans la création du groupe, je vais pouvoir lui donner un nom. Donc par exemple, ici, je lui donne un nom qui est AWSL Administrator. Donc ça va être mon groupe d'administrateurs. Je vais quand même mettre administrateur avec un i, pardon. Et je vais rajouter mon utilisateur, donc AWS User par exemple. Donc ici, j'ai la possibilité de partir sur ces politiques gérées. Et par exemple, si je regarde mes politiques gérées, je vais pouvoir trouver en fait du EC2 Full Access, du Support User, du RDS Full Access, etc. Donc il y a un certain nombre en fait de stratégies déjà présentes. Si par exemple je cherche ma partie administrateur Access ici, je vais pouvoir voir que ils ont créé en fait déjà une stratégie qui s'appelle Administrator Access. Et si on développe cette stratégie, on voit qu'une stratégie IAM va avoir un effet, une action et ressources. Donc ici, simple à lire, je l'autorise toutes les actions sur toutes les ressources. On passera un peu plus de temps sur les stratégies IAM sur une autre vidéo. Donc je vais prendre cette stratégie parce que je ne vais pas me limiter en fait ici dans le cadre de cette démonstration. Je vais créer en fait un utilisateur avec les pleins pouvoirs. Donc j'assigne en fait cette stratégie et ensuite je crée mon groupe. On l'a vu, je donne un nom, j'assigne mes utilisateurs et j'assigne une permission à cela. Maintenant, ça va changer la donne du coup. Donc si je reviens sur mes utilisateurs, normalement, je dois voir que mon utilisateur fait partie d'un groupe. Donc je vais aller sur AWS User, je clique dessus et normalement, je vais pouvoir voir que dans mes groupes, je vais hériter, avoir mon groupe administrateur et surtout au niveau des autorisations, j'hérite des permissions du groupe. C'est ce qu'on voit ici dans cet onglet autorisation. Je vois que j'hérite de la stratégie qui s'appelle Administrator Access. Pourquoi? Parce que je l'hérite directement du groupe dont je fais partie qui s'appelle AWS Administrators. Donc maintenant, si je vais, et là je change d'onglet, attention, je bascule sur mon utilisateur qui s'appelle AWS User, on peut le voir en haut à droite. Quand vous voulez savoir qu'est-ce que vous faites, vous pouvez le voir en haut à droite, quel utilisateur vous avez. Donc maintenant, en tant qu'AWS User, si je vais sur mon service qui s'appelle, on va prendre IAM du coup, qui s'appelle IAM, Identity Access Management. Tout à l'heure, on était non autorisé. Donc je vais basculer sur Identity Access Management et on va voir que maintenant, en basculant sur le service, je vais avoir les autorisations de le faire parce que rappelez-vous également que les permissions et l'évaluation des permissions est faite au moment de la requête. Donc lorsque je fais ma requête, maintenant, j'ai bien les permissions. Déjà, je peux lister en fait mes utilisateurs. Et on a ces recommandations. Donc, je sais que l'utilisateur Racine dispose des MFA. C'est ce qu'on a fait sur une autre vidéo. Mais l'utilisateur que je viens de créer, attention, je n'ai pas ajouté de deuxième facteur d'authentification. Donc là, comme j'ai les pleins pouvoirs, je vais pouvoir le faire directement également depuis la console. Je vais pouvoir revenir sur mes groupes d'utilisateurs et interagir avec mon groupe qui s'appelle AWS Learning Administrators et interagir avec les différents éléments. Donc voilà comment on est parti de notre utilisateur Racine pour créer notre premier utilisateur IAM qui, à partir de là, va nous permettre de faire nos tâches opérationnelles parce que dans les bonnes pratiques, on ne va jamais utiliser l'utilisateur Racine pour effectuer les tâches administratives ou les tâches opérationnelles. Donc c'est aussi comme ça, en utilisant un utilisateur IAM, qu'on va pouvoir restreindre les droits à ce qui est strictement nécessaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve sur d'autres vidéos. Bon cloud computing à toutes et à tous.